Salut tout le monde, c'est Maureen. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, dans un nouveau décor puisque je suis en vacances dans ma famille à la campagne. Donc je n'ai pas mon mur de bibliothèque derrière mais un très beau sapin. Le seul désavantage de ce changement de décor, c'est que la lumière n'est pas très présente ici. Si j'ai pu emmener mon appareil photo pour tourner pendant ces vacances, je n'ai pas pu prendre tout le kit parapluie dans la valise, c'était pas possible. Donc je suis désolée, la luminosité n'est pas géniale, mais en même temps ça fait une petite ambiance un peu plus intime, un peu plus chaleureuse, une ambiance un peu plus Noël. C'est pas plus mal, en tout cas j'espère que le rendu ne sera pas trop pourri. Le mois de décembre est passé à une vitesse folle, je n'ai pas vu les jours défiler, il y a plein de choses qui se sont passées dans mon quotidien, dans ma vie. J'ai été malade, le boulot ça a été un peu compliqué, j'ai fait des rencontres très intéressantes. Humainement parlant, bref, j'ai pas lu énormément, mais je reviens quand même aujourd'hui avec un update lecture. J'ai pas beaucoup de livres à vous présenter. Alors évidemment, comme je suis sur mon lieu de vacances, je n'ai pas amené les livres que j'avais déjà lus dans ma valise, qui étaient déjà bien assez lourds, donc je vous mettrai les images ici comme d'habitude, j'espère qu'il y aura la place. La dernière fois, je vous laissais avec le deuxième tome de Spice and Wolf de Izuna Asekura et illustré par Jiyu Ayakura, je crois, un truc comme ça, aux éditions Ophelb. Le premier tome, je l'avais bien aimé, mais sans plus, j'avais été un petit peu mitigée, même si ça tendait sur le positif quand même. Et donc j'étais un petit peu sceptique à la lecture de ce deuxième tome, mais finalement j'en ressors bien plus convaincue que lors de ma lecture du premier tome. Comme précédemment, il s'agit d'une intégrale qui regroupe 2 tomes VO en un seul tome en français, donc là, même si c'est l'intégrale 2, on a les aventures 3 et 4 en version d'origine. On va suivre 2 aventures un petit peu différentes qui se suivent, dont le fil conducteur est toujours le même. Amener Holo dans son village d'origine, dans son village natif, au nord du pays. On ne sait pas exactement où est ce village, s'il est toujours en vie, sur pied, je sais pas comment dire ça. Bref, le fil rouge c'est ça, c'est le cheminement jusqu'au village d'origine de Holo. Et sur le chemin, Holo et Lorenz, le marchand itinérant, vont faire pas mal de rencontres et vont vivre pas mal d'aventures. Et là, on a 2 nouvelles aventures. La première, ça va surtout être le conflit entre Lorenz et un autre marchand qui s'appelle Amati, qui va tomber très amoureux de Holo. Et donc les 2 hommes, les 2 garçons, les 2 jeunes hommes, ils sont assez jeunes, vont se lancer un duel. Mais alors pas du tout un duel à l'épée, non, ça va être un duel de marchandage, un duel au sujet de l'économie. Alors rassurez-vous, contrairement au premier tome où le côté économique, marchandage était très présent et un petit peu lourd, c'est ce qu'avait reproché pas mal de lecteurs à ce premier tome, là ça passe un peu mieux, c'est un peu plus fluide. Alors c'est toujours en toile de fond, mais c'est quand même mieux amené, c'est moins lourd. En revanche, j'ai quand même préféré la deuxième aventure de ce deuxième tome qui se déroule dans un petit village un petit peu particulier. Les villageois sont accueillants, mais apparemment ils ont un secret, et le secret tourne surtout autour de l'église. Holo et Lorenz vont un petit peu découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Ils vont se retrouver mêlés à une histoire de plus grande ampleur. J'ai bien aimé ce mystère qu'il y avait derrière tout ça et le cheminement jusqu'au dénouement, jusqu'à la résolution de cette petite enquête entre guillemets. Globalement, au final, ce deuxième tome, je l'ai trouvé beaucoup plus fluide, donc beaucoup plus agréable à lire. Je me suis plus attachée à Lorenz, qui je trouve est un personnage posé, mature, qui réfléchit, qui a un côté doux, attentionné, bref, c'est un personnage que j'ai bien aimé. En revanche, si j'avais trouvé des côtés attachants à Holo dans le premier tome, là je n'ai vu que son côté agaçant. Elle m'a gonflé la plupart du temps, je ne comprends pas ses réactions égoïstes, égocentriques. C'est une déesse certes, mais elle est assez insupportable et c'est un petit peu le point négatif pour moi de ce deuxième tome. C'est le personnage de Holo que je n'arrive pas à comprendre et auquel je n'arrive pas à m'attacher. Lors du deuxième épisode de mon challenge Wild Pal, vous m'avez choisi comme suite de saga en roman le 3e tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb que j'ai lu. Ce 3e tome s'appelle La Nef du Crépuscule et moi je l'ai dans la collection Piment chez Françoisir. Pour tout avouer, l'Assassin Royal, j'ai lu le premier tome il y a 5 ans, 6 ans, le deuxième tome en 2012 et j'ai attendu 3 ans pour lire ce 3e tome. Donc, j'avais pas vraiment
beaucoup de souvenirs de ce qui s'était passé avant. J'avais un peu peur d'être perdue en me replongeant dans cette histoire, de ne pas reconnaître les personnages, de ne pas remettre les choses à leur place, mais bon, ça c'est complètement de ma faute. J'ai qu'à enchaîner les tomes un peu plus rapidement et pas attendre 3 ans entre chaque, c'est complètement débile de ma part. Et en plus, après avoir lu ce 3e tome, je me dis c'est vraiment bête de faire traîner les choses puisque c'est vraiment une bonne saga. Alors c'est pas un coup de cœur comme certains peuvent l'avoir, peut-être dû au fait aussi que je lis trop séparément les tomes, mais c'est quand même une lecture extrêmement distrayante. C'est extrêmement bien écrit, c'est super intéressant, c'est riche, c'est complexe. Le seul petit bémol, c'est peut-être qu'il y a un petit peu de longueur, mais peut-être que je n'étais pas aussi dans une forme olympique pour lire ce livre. J'avais une lecture en parallèle, et puis comme j'étais un petit peu malade, je lisais pas très vite, je lisais 20-30 pages par-ci par-là. Je pense que c'est vraiment une histoire dans laquelle il vaut mieux se plonger totalement, intégralement. Je pense que je vais être obligée de spoiler les 2 premiers tomes en vous racontant un peu ce qui se passe dans ce 3e. Donc si vous ne les avez pas lus, comptez les lire. Il vaut peut-être mieux que vous passiez au livre suivant. Je ne sais pas si ce que je vais vous raconter c'est vraiment des spoils énormes. Dans le doute, passez peut-être à la suite. Ensuite toujours Fitz, le héros, qui est le fils bâtard du prince Chevalerie qui est décédé il y a de nombreuses années. Et en fait, dans le royaume des 6 duchés, il y a une attaque des pirates rouges qui forgisent les gens, c'est-à-dire que les gens deviennent des espèces de zombies incontrôlables sans sentiment. Là, rien ne va plus aux 6 duchés, le roi subtil, le grand roi, est malade et il décline. Et ces 2 fils se font un petit peu la guerre pour gagner le trône lorsque le roi subtil sera mort. Donc on a l'aîné qui s'appelle Vérité, qui est plutôt sympa, qui est un allié de poids pour Fitz. En tout cas, dans le château, Fitz a besoin de nombreux alliés puisqu'il n'est pas forcément très aimé du fait de sa condition de fils bâtard. Donc Vérité, c'est un allié. Le problème, c'est que Vérité, il va partir en quête au loin. Et donc Fitz va se retrouver tout seul au château. Et au château, il va devoir affronter le prince royal, qui est le fils cadet de Subtil, qui lui, il a vachement envie de prendre la place de son père, donc il va tout faire pour que son pauvre papa meure un petit peu précipitamment. Et Fitz, donc, qui est très fidèle au roi Subtil, va devoir tout faire pour protéger le roi et le royaume de la perfidie de Royal. Il va devoir protéger physiquement le roi subtil et c'est pas facile parce que le roi subtil il est entouré de personnages qui font barrage. Il va devoir également protéger la reine servante Ketriken, je crois, c'est dit un petit peu comme ça, en tout cas moi je le dis comme ça quand je le lis, je le dis dans ma tête comme ça, qui est donc l'épouse du prince Vérité qui est parti au loin, mais elle est restée dans le château et elle est en danger puisque après Vérité, c'est la suivante sur la liste de succession, donc vous vous doutez bien qu'elle est un petit peu gênante pour le prince royal qui aimerait bien s'en débarrasser subtilement. Fitz, malheureusement pour lui, c'est un peu un pion pour tous les personnages de pouvoir de cette histoire. Il n'est pas maître de son destin, de sa vie, malheureusement. Et en même temps, même s'il paraît être un pion tout simple, en fait c'est une pièce maîtresse du jeu. C'est lui qui a toutes les cartes en main, presque, pour changer définitivement ou non l'avenir du royaume. Donc il va devoir faire des choix, pas toujours compris de ses alliés, mais il fait des choix qui ont des répercussions énormes sur sa vie, mais il pense avant tout à son roi et au royaume qu'il sert. J'aime beaucoup le côté psychologique, complexe et travaillé apporté par Robin Hobb sur ses personnages. Fitz est un personnage vraiment très attachant, c'est lui qui nous parle, il nous raconte sa vie. L'Assassin Royal, c'est vraiment un univers qui est riche, complexe, hyper intéressant, dans lequel on entre complètement, mais je pense, comme pour le Trône de Fer à mon avis, qu'il faut prendre son temps et qu'il faut vraiment se donner corps et âme presque à cette lecture. Il faut vraiment prendre le temps d'entrer dans l'histoire pour bien comprendre tous les tenants et les aboutissants et pour bien s'attacher à tous les personnages. En tout cas, il ne faut pas s'imaginer qu'en 2 tomes l'histoire est réglée. Non, c'est lent, ça prend son temps. Je sais même pas en combien de tomes c'est l'Assassin Royal, mais il y en a plus d'une dizaine.
Donc vous vous doutez bien qu'en un tome finalement il se passe des choses mais pas des trucs énormes. Voilà, l'auteur prend son temps, il faut aimer ça, moi j'apprécie, mais je peux comprendre que ce soit trop long, trop dense pour d'autres personnes. En lecture commune avec plusieurs copines lectrices, blogueuses, booktubeuses, nous avons lu La Passe-Miroir, le premier tome qui s'appelle Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, ou Dabo, je ne sais pas si on prononce le S, chez Gallimard Jeunesse. Alors, très sincèrement, pour tout vous avouer, je ne suis pas très fan, même pas du tout fan, des sorties jeunesse ultra médiatisées. D'ailleurs, vous l'avez très certainement constaté, je lis plutôt des choses moins connues, ce qui fait que forcément la chaîne attire moins de monde, mais je ne lis pas vraiment les sorties de Nathan, les sorties de la collection R, de Gallimard Jeunesse, de tout ça, de Hachette. Je ne lis pas ces choses-là, enfin j'en lis quelques-uns, mais c'est vraiment pas mon fond de commerce. C'est vraiment pas des choses qui m'intéressent, enfin qui ne m'intéressent plus en tout cas maintenant, j'ai 28 ans passés. Et le problème avec les livres pour la jeunesse, les jeunes adultes, ce qu'on appelle la young adulte, c'est que je trouve que c'est trop simple, trop simpliste. Quitte à choisir de la jeunesse, je préfère lire des titres pour les enfants, pour les pré-ados jusqu'à 10-12 ans, parce que je trouve que les auteurs finalement se moquent moins entre guillemets de leur lectorat. Ils offrent très souvent des univers qui sont riches, qui sont variés, des personnages qui sont hauts en couleur, qui sont forts, qui sont charismatiques. Alors que les dernières lectures, en tout cas que j'avais pu faire en young adulte, je trouvais ça bateau, simpliste, pas du tout développé, vraiment on restait en surface. J'avais l'impression de lire des scénarios où il n'y avait aucune description, que des dialogues et toujours le même schéma narratif. Bref, les livres young adultes, c'est vraiment pas ma tasse de thé, j'en lis de temps en temps pour me vider la tête, mais pour le coup, j'en trouve vraiment très rarement qui arrive à me convaincre. Donc j'étais sceptique en ouvrant La Passe-Miroir. Je me disais ah ça va encore être un truc qui a plu à tout le monde mais qui va faire un bide avec moi parce que je vais m'ennuyer, je vais trouver ça trop simple, trop niais, etc. Et ben en fait, franchement, très sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas un coup de cœur, je pense que ce n'est pas un coup de cœur puisque comme c'était une lecture commune, on a eu une lecture un petit peu hachée, on a souvent attendu les autres pour pouvoir continuer parce qu'on ne lit pas toujours à la même vitesse, voilà, on a d'autres choses à faire, on n'a pas le temps de lire ou voilà, etc. Donc ça n'a pas été une lecture que j'ai pu faire rapidement en quelques jours, ça a été une lecture hachée sur plusieurs semaines et je pense que c'est pour ça notamment que ça n'a pas été un coup de cœur. Mais si je l'avais lu, je pense, en 4-5 jours, ce que j'aurais pu faire, même si c'est un gros pavé, ça se lit très vite, si je l'avais lu en 4-5 jours d'affilée, je crois que ça aurait été un coup de cœur. Peut-être pas un énorme coup de cœur, mais une très belle découverte vraiment. Je suis la première surprise, mais j'ai aimé ce livre, vraiment. J'ai trouvé ça bien écrit, j'ai trouvé que l'univers était bien construit, était riche, qu'il avait beaucoup de choses à nous proposer, à nous offrir. Contrairement à ce qu'on peut penser au début, on a l'impression que c'est un truc un peu bateau, un peu simpliste justement, et au final quand on gratte, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses derrière, enfin en tout cas c'est l'impression qu'on a. C'est pas si jeunesse que ça, parce qu'il y a certaines actions, certaines réactions de personnages qui font un petit peu froid dans le dos et qui... Enfin, c'est plus adulte que jeunesse à mon goût, même si ça reste quand même léger, bon bref voilà. Et les personnages secondaires m'ont plu, ils sont riches, développés, travaillés, etc. Vraiment une belle surprise qui met une claque à tous les clichés que je pouvais avoir sur la young adulte et vraiment ça fait du bien. Le seul petit bémol que je pourrais peut-être apporter sur ce premier tome, c'est le personnage principal qui est Ophélie, que je trouve un petit peu mollassonne. Alors, je modère un petit peu mon propos parce qu'au fil des pages, ça change un petit peu, elle commence à évoluer, elle commence à ouvrir sa bouche et pas à se rebeller, hein, on n'en est pas encore là, mais elle commence à prendre du poids, à prendre de l'ampleur et ça m'a plu. Mais quand même, ça reste une héroïne un petit peu trop effacée à mon goût pour le moment. C'est un petit bémol que je peux apporter à ce premier tome. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je pense qu'il y en a quand même pas des masses puisque ça a été un énorme succès. Je vais quand même vous résumer un tout petit peu l'histoire. On va suivre Ophélie,
qui est une jeune fille dont on n'a pas su donner un âge. On en parlait avec les autres filles pendant la lecture commune et on ne savait pas lui donner d'âge. Puisque parfois elle a des réactions un petit peu d'adolescente et puis elle a un côté quand même assez mature et elle a un travail. Donc on se disait qu'elle avait peut-être la vingtaine, mais sans grande conviction. On n'arrive pas à lui donner d'âge à cette jeune fille. Donc c'est une jeune fille qui est assez effacée, qui a des grosses lunettes, qui est myope sans ses lunettes, qui a toujours une écharpe dépareillée, vieille, qui commence à partir en friche. Elle fait pas du tout attention à sa tenue, à sa mise, à sa coiffure, etc. Elle s'intéresse pas du tout à ça. Tout ce qui l'intéresse, cette jeune fille, c'est son musée. Et dans son musée, elle a plein d'objets. Et la capacité d'Ophélie, c'est de pouvoir lire l'histoire des objets en les touchant. Donc en fait elle a toujours des gants sur elle pour ne pas lire les objets qu'elle pourrait toucher comme ça par mégarde. Donc elle a toujours des gants qui la protègent de ces lectures intempestives. Et donc elle est très douée dans son domaine, elle arrive à remonter très loin dans l'origine des objets qu'elle peut toucher. Voilà, c'est sa particularité. Donc ça commence comme ça, on la découvre, elle est dans son musée, etc. Et en fait on apprend très vite qu'elle a été fiancée par sa famille à un homme plus âgé qu'elle qui vit très loin, au pôle, dans la capitale qui s'appelle Citaciel. Elle n'a pas du tout donné son avis, elle essaye de se soustraire à ses fiançailles, mais on lui demande pas son avis et on la force à partir au pôle avec son nouveau fiancé qui est assez détestable. C'est un homme renfermé, qui ne la regarde pas, qui ne lui parle pas, qui ne sourit pas, très grand, très maigre. A priori, il ne s'intéresse qu'à son travail, il est l'intendant principal de la capitale, de la Citaciel. Et ben, il n'a pas l'air très sympathique. Donc Ophélie, elle a encore moins envie de partir avec lui, et on peut la comprendre. Et en fait, ben, dans ce premier tome, on va découvrir sa nouvelle vie au pôle. Donc au début, on va la voir évoluer chez la tante de ce jeune homme qui s'appelle Thorn, TH, donc je le dirais plus à l'anglaise, Thorn, mais je ne suis pas sûre, on peut le dire à la française, Thorn. Ophélie va être accueillie plus ou moins chaleureusement, plus ou moins froidement par la famille de ce jeune homme. Et en fait, on va découvrir tous les secrets, enfin tous non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, mais pas mal de secrets sur cette famille, sur ce clan des dragons, qui ont eux aussi des pouvoirs un petit peu particuliers, mais je ne vous en dis pas plus. Donc on va avoir cette première partie un petit peu introductive, mise en place des personnages, de l'univers, et puis très vite on va changer de cadre puisque Ophélie et l'entourage de son fiancé vont devoir quitter cette espèce d'abri provisoire pour aller dans le monde, dans la cour de ce royaume entre guillemets, et là il va y avoir plein de dangers. Ophélie va devoir se cacher, on va découvrir que derrière des mirages, derrière toutes ces illusions magnifiques, bah en fait le monde n'est pas si beau que ça, les personnages ne sont pas si beaux que ça, et c'est super intéressant à découvrir, et ça m'a surprise parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus riche, complexe et développé que ce que je pensais en ouvrant ce bouquin. Je m'attendais vraiment à un scénario basique avec plein de dialogues, pas de description. Ce qui fait aussi la force de ce livre, et qui peut être aussi un petit peu sa faiblesse peut-être pour certaines personnes, c'est que le style est assez particulier. Donc je pense qu'il faut quand même réussir à entrer dans cette plume un petit peu particulière pour apprécier. Et moi j'ai vraiment aimé, puisque j'ai trouvé que justement Christelle Dabo avait une plume très soignée, très imagée. Elle fait des descriptions qui sont pas longues, ennuyeuses, mais qui au contraire sont très riches avec seulement quelques mots. C'est un style qui est soigné, c'est pas simpliste. Bon, c'est pas non plus de la littérature 19e avec des phrases empoulées, etc. Mais non, ça passe très bien, et c'est surprenant justement. Je trouve que c'est une plume qui gagne à être connue, qui gagne à être lue, surtout pour la jeunesse. Ça fait plaisir de voir des styles aussi soignés, donc bravo, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après tout ça, je ne peux que vous dire que je vais acheter le deuxième tome dès que possible, il vient de sortir. Pour ma lecture en cours, le seul que je peux vous montrer puisque c'est celui que j'ai amené avec moi dans ma valise, il s'agit de L'origine des victoires de Hugo Pelagamba aux éditions Actu SF, collection Helios. Il s'agit
d'une sorte de roman, mais qui est partagé en 8 chapitres qui correspondent à 8 portraits de 8 femmes différentes à des époques et des emplacements géographiques différents. Le point commun entre toutes ces histoires, tous ces chapitres, toutes ces femmes, c'est qu'il s'agit de victoires, donc des femmes qui ont la mission de protéger l'humanité contre le mal qui est baptisé l'Orvé. En gros, on part dans des références de mythologie romaine et c'est justement bourré de références à la mythologie, à l'Antiquité, mais pas que. J'ai croisé dans un des chapitres, dans une des petites histoires, Gustave Eiffel. Alors qu'est-ce qu'il fait là? On le comprend en lisant le chapitre qui lui est dédié, enfin en tout cas qui est dédié à la victoire que Gustave Eiffel va croiser, je ne vous en dis pas plus. On croise également Thomas d'Aquin, avec une révélation assez surprenante à la fin. Et là, je vais commencer le chapitre qui va se dérouler en 2032, donc dans le futur. J'ai constaté pendant ma lecture qu'on commence la première histoire en 1973 à Marseille, et en fait avec les chapitres suivants, avec les portraits suivants, on va reculer dans le temps pour aller de plus en plus à l'origine justement de ces victoires. Alors je n'ai pas encore fini, je peux pas vous donner un avis définitif, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est bien écrit. Je suis facilement plongée dans chaque portrait, dans chaque histoire. Je trouve qu'en une trentaine de pages, on arrive à entrer dans une intrigue particulière qui est différente à chaque fois. Certains portraits, certaines histoires me parlent plus, me marqueront davantage, je pense. Je suis contente de ce que je lis pour le moment. Je pense que ça sera pas un coup de cœur, simplement à cause du fait que je pense qu'il me manque pas mal de références pour vraiment apprécier cette histoire. L'auteur est passionné d'antiquité romaine, d'histoire plus généralement. Il y a plein de références, vraiment énormément de références. À la religion aussi, il y a une histoire qui est carrément presque, c'est presque de la théologie avec Thomas d'Aquin justement. Et même si j'aime ce que je lis, même si je comprends, je pense, le plus gros des intrigues de l'histoire, je pense qu'il me manque des clés de compréhension et je pense que si j'avais ça, je pourrais me dire waouh, l'auteur est super fort puisqu'il a mis ça comme référence et c'est vachement bien. Mais comme j'ai pas tous les éléments, toutes les clés, j'ai pas toute cette érudition, cette culture de l'Antiquité romaine, et pourtant j'ai fait des études d'histoire de l'art et d'archéologie, donc j'ai quand même quelques éléments de culture générale. Je pense qu'il m'en manque quand même encore pas mal pour vraiment apprécier ces nouvelles que je relirai, je pense, à mon avis dans quelques années quand j'aurai un peu plus de bouteilles, et je pense qu'à ce moment-là je pourrais me dire, je pourrais voir les choses vraiment, tous les indices, tous les petits éléments. On peut lire, je pense, sans connaissance particulière, mais je crois qu'on n'aura qu'une lecture assez superficielle entre guillemets. On n'aura pas tout ce que l'auteur a voulu mettre derrière et c'est dommage. En un mois, je n'ai pas lu d'autres romans, c'est vraiment pas beaucoup. Mais j'ai lu pas mal de BD. J'ai lu les tomes 4 à 9 de Murena, de Dufaux et de Laby aux éditions d'Argo que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je pensais naïvement en lisant cette saga que le tome 9 était le dernier et en fait pas du tout. Il y en aura d'autres, ça marche par cycle. Ça se passe une nouvelle fois dans l'Antiquité romaine et c'est historiquement bon, je pense. Enfin, je suis pas une pro, mais a priori les auteurs se sont quand même basés sur justement le côté scientifique, le côté archéologique. Alors ils ont très certainement romancé et amélioré certains passages pour le scénario de la BD, hein, ça c'est évident, mais dans l'ensemble je pense que les historiens un petit peu pointilleux apprécient quand même cette BD pour ce côté très documenté. J'ai également lu, puisque vous les aviez choisis pour le deuxième épisode de mon challenge Wild Pal, le premier tome du manga Bright Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiyun. Premier tome que j'ai beaucoup aimé. Ça reste introductif, mais j'ai vraiment beaucoup
aimé et il faut absolument que je me procure la suite. Donc là encore ce sera de futurs achats. Je crois qu'il y a 7 tomes pour le moment, je ne sais pas en combien de tomes ce sera en tout, j'espère pas trop non plus, mais en tout cas c'est une série je pense que je continuerai avec énormément de plaisir et qu'il faut avoir dans sa bibliothèque pour les fans de manga et de manga historique. Je ne vous en dis pas plus puisque je vous en parlerai plus dans ma vidéo consacrée à mon challenge Wildpal. En tout cas c'est une super découverte, je vous remercie d'avoir voté pour ce titre là. Autre titre que vous aviez choisi pour le challenge Wildpal, le deuxième épisode, le premier tome des Carnets de cerises de Joris Chambelin et Aurélie Néré. Moi j'ai la version France Loisirs, mais à la base l'édition c'est chez Soleil. J'ai adoré. C'est beau, mais c'est mignon, c'est... Ah là là, c'est une BD qui fait du bien, c'est pour la jeunesse, mais en même temps les adultes pourront lire ça avec plaisir. Enfin moi je me suis régalée, les dessins sont magnifiques, l'histoire est mignonne comme tout. Ça nous entraîne dans un... Ouais, dans une histoire qui est pleine de bons sentiments, mais en même temps pas trop neuneux, pas trop niaise, parce que ça m'énerve quand c'est comme ça. Mais là, vraiment, j'ai trouvé ça trop mignon. Et l'objet en lui-même, la BD, est magnifique, c'est super coloré, il y a pas mal de textes, il y a plein de dessins, c'est super beau. Là aussi, je vous en parle plus dans la prochaine vidéo Wildpal, qui sera consacrée aux lectures que vous m'aviez choisies. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous faire une autre vidéo pendant ce petit séjour à la campagne. En tout cas, en janvier, lorsque je rentrerai dans mon appartement lyonnais, vous aurez le droit à mon book haul de décembre qui sera encore une fois énorme, c'est n'importe quoi, mais vous verrez, j'ai fait des achats merveilleux, je suis trop contente en fait, même si c'est n'importe quoi pour ma bibliothèque et pour ma pile à lire. J'ai fait de super achats au mois de décembre, donc je suis super contente. Vous ferez ça dans le book haul que je vous ferai donc au mois de janvier. Au mois de janvier, vous aurez également le droit à une ou deux vidéos bilan pour vous présenter les tops et les flops de l'année 2015. Donc si j'en ai pas énormément, peut-être que je rassemblerai tout ça en une seule vidéo. Peut-être que j'en ferai deux différenciés. On verra, en tout cas c'est prévu pour le mois de janvier. En janvier, vous aurez également le troisième épisode du challenge Wildpal. J'aurai à nouveau besoin de vous puisque vous devrez une nouvelle fois, pour la troisième fois, voter pour mes prochaines lectures. Il y aura peut-être quelques changements par rapport aux deux premiers épisodes. En tout cas, je compte sur vous. Voilà, c'est un petit peu les vidéos qui devraient arriver courant janvier. Si vous avez d'autres idées, notamment des tags, n'hésitez pas à m'en parler. J'ai l'impression de tout le temps vous remercier à la fin des vidéos, mais ça me touche tellement que vous soyez de plus en plus nombreux à être abonnés. On a dépassé les 2100 abonnés sur la chaîne. C'est vraiment super, c'est très surprenant et très émouvant, donc voilà, merci. Merci également pour vos commentaires de plus en plus nombreux, je prends beaucoup de plaisir à y répondre le plus rapidement possible, ce qui n'est pas toujours très rapide, mais en tout cas j'essaye de répondre à tout le monde. Bref, merci d'être là et j'espère que vous serez encore là en 2016 et de plus en plus nombreux. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches, de votre famille, de vos amis. J'espère que vous aurez plein de cadeaux et que vous nous en ferez profiter sur vos blogs et en vidéo. C'est toujours sympa de voir ce que vous avez pu recevoir sous le sapin. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette fin d'année 2015 et pour la nouvelle année 2016. À très vite et bonne lecture!